Gérard de Pouvourville, donc professeur titulaire de la chaire d'économie de santé à l'ESSEC, c'est pas la pire, diplômé de Polytechnique, docteur en économie et en administration des entreprises, enseignant-chercheur, c'est un monsieur multicarte, à l'école de la santé publique d'abord, directeur d'un centre de recherche d'économie et de gestion appliquée à la santé, c'était une unité mixte CNRS-INSERM. Après, il a mis une équipe tri appartenante, CNRS-INSERM, études EHE2S, rationalisation des systèmes de santé. Globalement, vous avez compris que sa spécialité à lui, c'est l'analyse comparative des systèmes de santé, leur financement, leur évaluation, leur système d'information. À la date d'aujourd'hui, il est donc à l'ESSEC et antérieurement, il a enseigné à Polytechnique, à Dauphine, à Paris 7, à Paris 11. Belle carrière. Et accessoirement, il lui arrive aussi de conseiller le ministère des établissements, des laboratoires. Gérard. Gérard. Toi, tu vas aussi un. Oui, va là-bas. C'est très difficile d'intervenir après M. Darcourt, je trouve, parce qu'il m'a volé pas mal des choses que je voulais dire, donc c'est parfait. Et j'avais préparé... ma commande, c'était le rôle de l'État dans la restructuration des établissements hospitaliers, en fait. Donc je peux faire ça, effectivement, sur un plan un peu conceptuel, mais finalement, j'ai presque envie de réagir à certaines de vos interventions. Bon. La première chose que je... Mais quand même, d'une façon générale, quel que soit le système de santé, et on a parlé de système de santé assez différent, à la fois du point de vue de l'offre de soins, mais aussi du régime centralisation-décentralisation et des modèles d'assurance maladie. Quels que soient ces systèmes de soins, une problématique essentielle de la performance de ces systèmes, c'est qu'on a besoin quelque part d'un minimum d'intégration des services entre eux, en fait. Alors, on peut parler d'intégration complète. L'intégration complète, c'est le système de santé national public, où en gros, tous les hôpitaux sont publics et tous les centres de santé, de soins primaires sont publics. Bon, ça, c'est l'intégration totale. Mais on peut parler aussi de mécanismes de coordination et d'intégration économique. Et quand on regarde, en fait, ce qui se passe dans les différents pays, il n'y a pas 36 modèles, je dirais. Il n'y a pas 36 modèles. Là, il y a le modèle de l'intégration totale, c'est clair. Si vous regardez le modèle américain, c'est un modèle de l'intégration par l'assureur, en fait. C'est l'assureur qui pilote l'organisation du système de soins, en contractualisant, effectivement, avec des organisations de professionnels qui proposent une offre de soins plus ou moins large. Ces organisations, qui sont des entreprises, peuvent être la propriété de professionnels libéraux, on pourrait dire, ou peuvent être la propriété d'établissements hospitaliers. C'est-à-dire c'est les établissements hospitaliers qui proposent une offre de soins intégrée, ou bien ce sont des professionnels qui s'organisent pour avoir une offre de soins intégrée et contrôler l'ensemble. Donc ça peut être l'assureur. Il se trouve, bon, aux États-Unis, il y a plusieurs assureurs, donc il y a plusieurs systèmes de soins, mais ce qui est frappant, c'est on voit qu'émergent effectivement ce qu'on pourrait appeler des systèmes de soins, alors partiels ou globaux, qui peuvent intégrer, qui contractualisent effectivement avec un assureur. Le deuxième modèle, en fait, d'intégration, c'est un modèle d'intégration par les professionnels eux-mêmes, en fait. Et c'est ce que les Anglais ont choisi de faire. Les Anglais ont choisi de confier à leur médecine de soins de ville, qui est essentiellement d'ailleurs une médecine généraliste, le soin. Ils ont été très loin dans leur dernière réforme, dans cet aspect-là. Je reviens d'un voyage en Angleterre d'études là-dessus. Les Clinical Commissioning Group, ce sont des groupes de médecins généralistes qui sont effectivement une émanation des médecins généralistes d'un territoire, qui sont chargés d'acheter, entre guillemets, au sens propre du terme, les soins aux établissements hospitaliers, effectivement, du secteur. Alors, le système anglais est beaucoup plus simple, disons, dans sa structure d'offre de soins que le système français, puisqu'en gros, vous avez la médecine de ville d'un côté, qui est essentiellement une médecine de soins primaires, et toute la médecine spécialisée est à l'hôpital. En gros, il n'y a pas toutes ces structures intermédiaires qu'on peut avoir. Mais donc, il y a l'intégrateur là, en fait, c'est finalement les représentants des médecins généralistes et des médecins de soins primaires qui achètent, en fait, qui décident de l'allocation des ressources entre les différents hôpitaux qui achètent des soins. Bon. Donc il y a ces deux modèles.
En France, je pense qu'on est dans ni l'un ni l'autre, en réalité. L'assureur, au sens propre du terme assurance maladie, n'est pas un intégrateur. En fait, il reste principalement le financeur du système. Et il a peu, si par le biais évidemment des relations conventionnelles, finalement, c'est plus un payeur. Et aujourd'hui, il met beaucoup plus l'accent sur la partie maîtrise médicalisée. Vous mettrez ce que vous voudrez derrière. Et l'État non plus n'est pas un intégrateur au sens propre du terme. L'État, alors l'État déconcentré, je vais revenir à votre remarque, M. Darcourt. L'État déconcentré, finalement, il est à la fois, dans une certaine manière, à la fois acheteur et propriétaire du système de soins hospitaliers publics, propriétaire au sens où il en a la tutelle hiérarchique complète. Il n'en est pas propriétaire physique, le foncier appartient à la commune, etc. Mais en gros, il est à la fois acheteur de soins et prescripteur d'organisation des soins pour le système hospitalier public, mais en même temps propriétaire. Ce qui rend ça renvoie à ce que disait M. Darcourt, ce qui rend difficile effectivement la relation. Ce qui fait que dans cette relation, il est à la fois protecteur et éventuellement régulateur. Et puis, il est véritablement aussi, on pourrait dire avec l'assurance maladie, acheteur de soins pour le secteur hospitalier privé. Donc on est dans un modèle hybride en France. On n'a pas vraiment choisi finalement le modèle qu'on voulait prendre. Et c'est un petit peu ça la problématique, je pense, du futur. Et par ailleurs, l'État dispose en France d'un certain nombre d'outils que vous connaissez bien pour faire fonctionner la structuration du système de soins et l'organisation du système de soins. Au niveau hospitalier, il dispose d'outils assez puissants quand même. Il dispose d'outils de la planification avec les autorisations. Donc il permet à un hôpital d'exercer telle ou telle activité sur un territoire donné pour une période donnée. L'accès aux équipements, bien entendu. Et puis, depuis 2004 maintenant, deux changements profonds, la tarification à l'activité, c'est clair, plus quand même l'impératif qui s'impose maintenant depuis 7 ou 8 ans, l'impératif du retour à l'équilibre des budgets des établissements hospitaliers publics. Ces deux outils-là ont été des outils M. Darcourt évoquait finalement des résistances, des difficultés, etc. Puis il a ensuite tempéré en disant il y a aussi des problèmes, manifestement des problèmes sociaux d'aménagement du territoire à prendre en compte. La T2A, plus le retour à l'équilibre, plus la planif, ça a été des outils de restructuration du système hospitalier massifs, qui n'existaient pas dans le système public avant. Dans le système privé, pas de problème. De toute façon, le système hospitalier privé, si vous êtes en cessation de paiement, vous fermez, et puis basta, c'est fini. Bon, donc la régulation à la restructuration dans le système hospitalier privé, c'est une régulation économique, principalement. Dans le système public, il n'y avait aucune incitation, effectivement, avant la T2A et cette obligation de retour à l'équilibre, il n'y avait aucune incitation pour les établissements hospitaliers publics de réfléchir en quoi que ce soit à une restructuration au sens d'un remodelage de son offre, d'une diminution éventuellement de ses lits, d'un redéploiement de ses ressources, etc. Cela d'autant plus, comme M. Darcourt le disait, la règle, c'était un bon gestionnaire hospitalier avant la T2A, c'était le déficit. Pourquoi c'était une règle ? Parce que si, en tant que directeur d'hôpital public, vous ne faisiez pas de déficit, ça veut dire que vous mettiez une croix sur le développement de votre activité. Autrement dit, ça veut dire que vous mettiez une croix sur le dynamisme de vos équipes médicales et ça veut dire que vous mettiez une croix sur votre capacité à recruter les patients, etc., à développer les services. Donc la règle, c'était le déficit dans le cadre du modèle ancien du budget global. Et cette règle de déficit, ça ne vous encourage pas, comme de toute façon vous avez la garantie que vous ne serez pas en cessation de paiement, cette règle de déficit, ça ne vous encourage pas à réfléchir en termes stratégiques sur ce que vous devez faire dans le futur, compte tenu de l'évolution de l'offre de soins, compte tenu de la concurrence interhospitalière sur la ressource essentielle que sont les médecins, compte tenu de l'évolution des technologies, etc., etc. Je voudrais juste dire que pour les hôpitaux publics, le monde a changé, quand même. Et moi, j'ai plus d'exemples, je pense, de transformation profonde de la façon des médecins hospitaliers publics de penser à leur activité et à ce qu'ils doivent faire, effectivement, pour améliorer leur performance et éventuellement accepter de redéployer leurs ressources, de faire des partages d'activités entre établissements publics, de partage d'activités entre établissements publics et établissements privés. Paradoxe, c'est quelquefois
plus facile de faire des coopérations publiques-privées que de faire des coopérations publiques-publiques. Mais il y a eu des changements majeurs. Hein, il y a eu des changements majeurs. Alors, est-ce que ça suffit? Et quel doit être comment l'État peut-il aller au-delà de ça? Eh bien, il y a je pense qu'il y a encore un facteur limitant important, j'en évoquerai un deuxième après. Il y a encore un facteur limitant important, c'est que quand on a mis en place la T2A en 2004, il y a certains bons esprits qui ont dit, moi je renie pas, absolument pas la tarification de l'activité, je pense que ça a été un vecteur incroyable, comme je viens de le dire, de restructuration du système hospitalier public et de l'amélioration de sa performance. Ça va peut-être conduire à la mort du système hospitalier privé, mais ça c'est autre chose. Mais ça a eu un effet restructurant, donc je ne renie pas. Mais il est clair que la tarification à l'activité telle qu'elle existe aujourd'hui, pour deux raisons principales, d'abord est un facteur de ce qu'on appelle nous de demande induite, c'est-à-dire de suractivité hospitalière et donc de surconcurrence en fait en matière d'activité hospitalière, qui conduit probablement à un recours à l'hospitalisation en France trop important par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Ça, c'est le premier point. Et ça a été un facteur de recentrage, en fait, sur l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a refait de l'hospitalo-centrisme à cause de la T2A. Donc, la T2A, telle qu'elle existe aujourd'hui, malgré les efforts des pouvoirs publics de mettre en place des tarifs incitatifs pour les alternatives à l'hospitalisation, pour la chirurgie de jour, etc., malgré ces efforts-là, la tarification à l'activité, maintenant, a des effets pervers sur l'aspect de l'organisation du système et des coopérations entre les différents acteurs. Alors, il ne faut pas la supprimer, mais il faut réfléchir à quel type d'outils il faut mettre en place pour ce qu'a décrit Philippe tout à l'heure, hein, ces filières de soins, etc., que l'argent suive le patient et qu'il le suive de façon efficiente. Et c'est une vraie problématique et on en est très loin. Je dois dire que pour le moment, on n'a pas le bon modèle parce qu'on n'arrive pas à réfléchir de façon systémique. On ne sait pas réfléchir à la tarification du SSR autrement que dans un modèle du type GHM. On ne sait pas réfléchir à la tarification des EHPAD. On n'a pas médicalisé, entre guillemets, ou même correctement pris en charge. Enfin, on pourrait dire, on n'a pas réussi à trouver des modèles de financement des EHPAD qui reflètent véritablement le travail des EHPAD, la part autonomie, la part prise en charge de l'autonomie, soins et évidemment tout ce qui est plutôt de la vie quotidienne et de l'hébergement. On a des modèles séparés. La psychiatrie, n'en parlons pas. Je veux dire, la psychiatrie, pour le moment, on reste en budget global. Et toutes les tentatives qui ont été faites de développer des PMSI psychiatrie butent sur, évidemment, la difficulté de caractériser cette activité, mais surtout sur une erreur intellectuelle fondamentale qui est que depuis qu'on a inventé la T2A en France, nos dirigeants, le ministère de la Santé, pensent systématiquement, pour toute activité de soins, paiement forfaitaire. C'est débile. Toute l'activité de soins ne rentre pas dans un modèle de paiement forfaitaire. C'est débile. Excusez-moi de le dire comme ça. Donc il y a un enjeu là, fort, qui est comment on peut réfléchir effectivement à des modes de financement qui favorisent l'efficience systémique et pas simplement l'efficience de chacun des morceaux de la structure, et ça, on n'en est pas sorti. Alors le deuxième aspect, c'est un peu celui qui vous intéresse, mais tout à l'heure, je ne sais plus, monsieur disait, nous, on est entrepreneurs privés, on aimerait bien que le secteur hospitalier privé et le secteur hospitalier public ne viennent pas se mettre dans nos pattes. Je suis désolé, moi ça me choque un peu, parce que la réalité des choses, c'est que tous les acteurs doivent être en mesure aujourd'hui de proposer des alternatives organisationnelles en fonction du contexte local. Si vous n'avez pas de médecine libérale dans un coin, vous parliez de l'hôpital local qui fait vivre la médecine de ville, eh ben, l'initiative, elle doit être publique. Si vous avez une offre privée forte dans un coin, en fort partenariat d'ailleurs avec les médecins libéraux spécialistes que vous êtes ici, ben de là doit partir l'initiative. Si vous avez un endroit où ceux qui tiennent la boutique, tout simplement parce qu'ils ont un ancrage territorial, c'est les médecins généralistes, ça doit partir d'eux. Voilà. Donc il faut laisser effectivement les initiatives se développer à partir des configurations locales. Et par ailleurs, il faut les laisser dans une logique effectivement de proposer des systèmes en fait, de soins et probablement proposer aux patients non pas une offre entre aller dans tel hôpital ou aller voir tel médecin, etc., mais une offre entre le système de soins A, B, C, etc., ces systèmes contractualisant avec l'assurance maladie et avec l'ARS, peut-être sur des bases territoriales. Ça demande un sacré effort d'imagination. Je pense que pas mal de gens ont ça en tête. La question, c'est évidemment, il faut
il y a un certain nombre de tabous à briser, quoi. Hein. Il y a un certain nombre de tabous à briser parce que c'est vrai que aujourd'hui, contractualiser avec une offre, par exemple privée, c'est ce que vous disiez, et forcer et imposer une contractualisation avec une offre privée, où quelquefois on a monté des boucliers immédiatement des structures publiques de la région qui vont protester, etc. Ça demande un sacré courage, effectivement, pour faire ça. Ça, c'est le premier point. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. La deuxième chose, évidemment, c'est qu'il faut trouver des formes de contractualisation originales qui ne sont pas forcément des formes d'intégration entre différents acteurs, mais où les acteurs arrivent à se repartager la valeur qu'ils ont créée en produisant des services nouveaux. Donc ça veut dire s'entendre effectivement sur le partage de la valeur dans une entreprise libérale qui va éventuellement avoir un partenariat avec une clinique privée, avec un hôpital public. Comment on se partage la valeur? Comment on se partage cette valeur-là? Par exemple, je peux prendre l'exemple inverse. Hein, Elisabeth Hubert connaît bien la question des HAD quand même, mais la question essentielle aujourd'hui, par exemple, il y a eu un retour en fait sur l'hôpital public d'un certain nombre d'activités qui étaient autrefois prises en charge par la HAD, tout simplement parce que c'était rémunérateur pour l'hôpital public. Si vous voulez les inciter à faire le mouvement inverse, il va bien falloir que les HAD et les hôpitaux publics trouvent une façon de partager la valeur gagnée par ce retour vers les HAD. Donc il va falloir trouver des nouveaux modèles de contractualisation entre les différents acteurs. Est-ce qu'on a les outils pour le faire? Ça, je me tournerai vers Benoît, toi qui as été ARH, tu pourrais dire du temps des ARH s'il y avait des outils. Monsieur Darcourt, je crois qu'il y a d'autres ARS dans la salle. Est-ce qu'on a les outils pour le faire? Est-ce qu'on a les marges de manœuvre pour le faire? Je pense que les FIR devraient être utilisés pour faire ça, mais ils ne sont quand même pas d'un montant énorme. Donc ça veut dire, à un moment donné, accepter de l'expérimentation. Alors, le troisième obstacle que je voulais évoquer, c'est que ce genre de discussion où finalement l'offre de soins, ce que vous offrez aux patients, indépendamment de l'autonomie des patients avec Google, etc., ce que vous offrez aux patients, ça n'est plus le choix de leur médecin, d'un médecin. Ça n'est plus le choix d'un hôpital. On n'est plus dans le libre choix d'un prestataire de service. On est dans le libre choix de systèmes d'offres de soins. Ça ne veut pas dire que dans ces systèmes d'offres de soins, on ne peut pas avoir une relation personnalisée avec un médecin, mais ça veut dire qu'on modifie fondamentalement, en fait, la notion de liberté de choix ou d'accès à l'offre de soins dans notre pays. Peut-être que ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que les patients maintenant vont avoir de plus en plus conscience effectivement de cette notion d'avoir besoin d'un parcours, etc., facilitera ce changement de mentalité aussi dans la tête des citoyens français. Mais c'est quand même un dogme intangible. Pourquoi je vous dis que ce dogme, enfin c'est quand même une norme et une valeur très très forte dans le système de santé français. Et à la fois d'ailleurs chez les Français, peut-être moins chez les Français que chez les dirigeants. À titre d'exemple, quand la T2A est arrivée en 2004, un certain nombre d'entre nous ont dit, écoutez, les pays qui ont mis en place un système de type T2A, ils se sont tous dit, attention, on va créer de la demande induite. On va inciter les établissements à faire de l'activité. Il faut se donner les moyens de faire en sorte que cette activité supplémentaire soit justifiée du point de vue de la prise en charge des patients, la pertinence, la fameuse pertinence des hospitalisations de l'assurance maladie. Je me rappelle une réunion au ministère où, à l'époque, le conseiller spécial du ministre sur ces questions de T2A a balayé ça d'un revers de main en disant « Mais les Français n'en voudront jamais, vous attentez à la liberté de choix. » Donc, il y a aussi probablement, chez nos dirigeants, de prendre conscience qu'il y a un certain nombre de valeurs fortes du système de santé français qui ne sont pas forcément atteintes par des modèles d'organisation différents. Voilà. Je vous remercie, je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Merci Gérard, puisque tu m'as un tout petit peu interpellé. Je dirais que si les outils dont tu parles, c'est ce qu'a dit Claude Darcourt tout à l'heure, c'est-à-dire du courage, de la méthode et un peu d'ambition, c'est des outils qui ne sont pas très techniques, qui sont, je pense, éternels. Je pense que c'est l'utilisation excessive et quelquefois, même les libéraux, c'est ça le paradoxe, sont tentés par cette idée. On fait, quand on a une approche trop juridique, trop normée, trop est-ce que j'ai le droit de le faire parce que c'est inscrit dans le Code de la santé publique, là, on se prive de marge de manœuvre essentielle.
Et c'est pour ça que c'est plus facile et que Claude a raison de dire il faudra bien qu'un jour ou l'autre on ait un Nordam d'une façon ou d'une autre, parce que moi, on n'avait pas de FIR du temps de... Certes, on avait des budgets globaux et c'était peut-être plus facile, mais j'ai toujours dit que sur une enveloppe régionale, les Pays de la Loire, à l'époque, c'était un peu plus de 2 milliards, maintenant ça doit être pas loin de 3. Si on a 0,5% de vraie marge de manœuvre, de 0,5%, eh ben c'est déjà énorme. On peut faire beaucoup de choses avec 0,5% de 3 milliards. Si tu as des fausses marges de manœuvre ou des marges de manœuvre qui sont complètement engluées par soit 80% par finalement des financements d'établissements en déficit, là effectivement on les a pas, ces marges de manœuvre. Donc ma réponse sur les outils, globalement on les a. Globalement on les a. Et surtout pas de normes supplémentaires ou de type de contrats supplémentaires. Ça on sait faire et on sait faire ça à l'appel. Jean-Paul, on clôt? Oui, vas-y Gérard. Peut-être une question ou deux. Tu me permets de douter de la capacité de la puissance publique en France au niveau régional, désolé je dis ça, à contractualiser avec des groupes et des systèmes de soins. Ça y est. Tu me permets de douter de ça. Non pas sur leur capacité à les penser, mais sur leur capacité à les gérer, à les amener et véritablement à les suivre. Là, je suis un peu critique, si tu veux. Et je vise pas là, les directeurs d'ARS, je vise la culture, finalement, un petit peu préexistante dans les ARS. Tu me permets d'en douter? Je partage. Oui, Gérard, je me risque à une question très très macro, mais depuis les dernières stats de l'OCDE montrent que depuis 2010, la plupart des pays de l'OCDE ont une chute des dépenses de santé. Pas avant, mais à cette date-là, avec 2 ans de décalage par rapport à la crise, sauf la France, qui reste dans une politique entre guillemets très généreuse. Mais tu ne crois pas que la morsure de l'équilibre budgétaire qui va forcément se produire encore plus fort chez nous va imposer de fait une nouvelle régulation? Enfin, je suis pas... J'aimerais bien que tu fasses ça pays par pays, parce que ce que tu dis n'est pas vrai pays par pays. Bon, je crois que c'est vrai, évidemment, en Italie, en Espagne, où ils ont une telle crise budgétaire qu'il n'y a plus de rond, quoi. C'est dramatique. L'Allemagne, il continue d'y avoir une progression des dépenses de santé, mais ils sont dans le système idéal où ils ont de l'activité économique, dont des cotisations rentrent et ils sont même en excédent sur les comptes de l'assurance maladie. Bon, mais les États-Unis, ça continue. Alors, il y a UK, effectivement, où ils ont mis un plafond, voilà. Mais je te suis. Je ne sais pas jusqu'à quand on pourra dire qu'on va maintenir un Ondam à 2. Effectivement, je ne sais pas. Dernière question. Non, alors je vous propose d'applaudir les intervenants de cette table ronde. Merci. C'est une forme de remerciement collectif.